Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à Hanoï jeudi après-midi 27 mars, entamant sa visite d'État de 3 jours au Vietnam. Ho Chi Minh Ville s'efforce d'attirer des investisseurs étrangers, notamment dans les secteurs de la haute technologie et des semi-conducteurs. Visitons en fin d'édition le village de Sung de la province de Hoa Binh où les habitants de l'Enisa ont créé de nouveaux moyens de subsistance en faisant du tourisme. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Les sacrifices des vétérans révolutionnaires, des soldats et des habitants resteront à jamais dans la mémoire de la patrie. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'ONU lors de la réunion ce vendredi avec des vétérans révolutionnaires, des personnes méritantes, des familles politiques exemplaires de la région centrale, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Le secrétaire général a souligné qu'après 50 ans de libération du Sud, d'unification du pays et près de 40 ans de rénovation, sous la direction du parti, le pays a remporté de nombreux grands succès. Ce résultat est dû aux efforts de toute l'armée et du peuple, y compris aux grandes contributions des vétérans révolutionnaires et des personnes ayant rendu des services méritoires au pays. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à Hanoï jeudi après-midi 27 mars, entamant sa visite d'État de 3 jours au Vietnam. Dans la matinée du 28 mars, au palais présidentiel à Hanoï, le président du Vietnam Luong Quang a présidé la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du président brésilien. Le président Lula da Silva est le premier chef d'État étranger à effectuer une visite d'État au Vietnam en 2025. Il s'agit de sa deuxième visite au Vietnam en tant que chef de l'État brésilien, la première remontant à 2008, à l'approche du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Le président Luong Quang a affirmé que ce voyage revêtait une importance capitale après la transformation des relations bilatérales en partenariat stratégique en novembre 2024, témoignant ainsi de l'amitié, de la coopération étroite et de la confiance mutuelle entre les deux pays. Dans un climat d'ouverture, de sincérité et de confiance mutuelle, les deux dirigeants ont échangé des informations sur la situation socio-économique de leurs pays respectifs. Dans un contexte économique mondial difficile, les deux parties ont constaté que les relations économiques et commerciales continuaient d'afficher une forte croissance, atteignant près de 8 milliards de dollars en 2024. Elles ont convenu à porter ce chiffre à 15 milliards de dollars d'ici 2030. Soulignant le vaste potentiel et les vastes possibilités de coopération, ils ont convenu de promouvoir davantage la collaboration dans des domaines clés d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité, les sciences et technologies, les énergies propres, l'éducation et la formation, la culture, les sports et les échanges interpersonnels. Ils ont également convenu de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, des forums multilatéraux et des initiatives interrégionales. Tous deux ont affirmé leur engagement à soutenir et à défendre la position de résolution des différends internationaux par des mesures pacifiques fondées sur le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Immédiatement après les entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature et à la remise de plusieurs documents de coopération bilatérale. Parmi ceux-ci figure un plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique. Je remercie le président Lula da Silva et le gouvernement brésilien d'avoir reconnu le statut d'économie de marché du Vietnam.
Il s'agit d'une étape importante pour reconnaître les efforts du Vietnam en matière d'innovation économique et d'intégration internationale. Nous reconnaissons et examinerons activement les questions qui préoccupent le gouvernement et les entreprises brésiliens, notamment l'ouverture du marché vietnamien aux produits à base de bœuf du Brésil ainsi que les possibilités de coopération avec les principales sociétés brésiliennes. L'ouverture du marché vietnamien au bœuf brésilien incitera les transformateurs de viande à investir au Vietnam, le transformant en une plaque tournante des exportations brésiliennes vers l'Asie du Sud-Est. Nous souhaitons également exporter vers le Vietnam des produits à plus forte valeur ajoutée tels que des avions. Au cours de notre présidence du Mercosur à partir de juillet prochain, nous ferons pression pour un accord équilibré avec le Vietnam qui profitera aux deux parties. Le président Lula da Silva a déclaré que le Vietnam et le Brésil sont les deux plus grands producteurs de café au monde et que tous deux ont eu le récent récolte affecté par le changement climatique. Les deux parties sont déterminées à élargir leur coopération pour accroître la résilience de leur industrie du café. Le président Lula da Silva a également respectueusement invité le président Lung à effectuer une visite officielle au Brésil. Toujours ce vendredi, le président brésilien a eu des rencontres avec les plus hauts dirigeants du Vietnam, dont le secrétaire général Tô Lâm, le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Le Vietnam s'apprête à mettre en œuvre une nouvelle politique de soutien aux entreprises qui développent des technologies numériques par le biais d'allègements fiscaux et d'incitation à la recherche et le développement. Le ministère des Sciences et des Technologies publiera une liste de technologies stratégiques d'ici fin mars, suivie de mécanismes de soutien en mai. Le prochain projet de loi sur les sciences et les technologies répondra aux défis existants en mettant l'accent sur l'accompagnement des entreprises passant de l'externalisation au développement de leurs propres technologies, une stratégie clé pour la croissance durable du Vietnam à l'ère numérique. Ho Chi Minh Ville met en œuvre actuellement de nombreuses solutions pour attirer les investisseurs, notamment dans les secteurs de la haute technologie et des semi-conducteurs. En tant que deuxième plus grand pôle économique numérique du Vietnam, la ville dispose de nombreux atouts pour construire un centre de haute technologie polyvalent. Le centre intégrera l'intelligence artificielle, le big data et la technologie des semi-conducteurs qui attiraient les principaux investisseurs internationaux. Voici un centre de données répondant à des normes internationales strictes qui est en cours de construction dans le parc de haute technologie de Ho Chi Minh Ville. Nous avons alloué des terrains pour des sous-stations électriques afin de soutenir les investisseurs internationaux dans les centres de données. Nous nous sommes récemment associés à un nouvel investisseur qui souhaite investir cette année. Selon les entreprises, Ho Chi Minh Ville dispose d'atouts d'investissement, notamment des terrains disponibles et les faibles coûts de construction, ainsi qu'un développement avancé de l'économie numérique et des technologies de l'IA. Ces atouts constituent une base solide pour la transformation de la ville en un centre économique de haute technologie. Nous, les entreprises innovantes, souhaitons accéder à des parcs industriels situés dans des endroits pratiques pour les déplacements. En outre, les politiques d'incitation et de soutien démontrent également l'engagement de l'État envers les investisseurs. Les industries de haute technologie représentent actuellement environ 23% du PIBR de Ho Chi Minh Ville. L'objectif de porter ce chiffre à 40% d'ici 2030, soit près du double du taux actuel, pose de nombreux défis. Selon les experts, la ville doit utiliser les investissements publics pour développer des infrastructures modernes conformes aux normes internationales. L'investissement dans les infrastructures de l'Internet des objets est crucial pour la croissance économique et l'accélération de la transition numérique. Nous devons également former une main-d'œuvre hautement qualifiée et bâtir un écosystème intégrant les entreprises étrangères et les ressources humaines locales. C'est essentiel au développement durable. L'une des solutions pour attirer les investissements dans les hautes technologies est la mise en œuvre rapide de la résolution 57, axée sur la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique. Cela nécessite l'élimination des obstacles réglementaires et l'élaboration d'un cadre juridique créant des avantages concurrentiels pour ce secteur.
Pour développer les hautes technologies au Vietnam, la résolution 57 a choisi l'industrie des semi-conducteurs comme l'un des piliers. Au Vietnam, de nombreuses usines opèrent actuellement dans la chaîne de production de semi-conducteurs. Mais la plupart des entreprises nationales sont bloquées au stade des tests, la dernière étape de la chaîne de production des semi-conducteurs. C'est aussi l'étape décisive pour voir si le produit répond aux normes de qualité ou non. Parmi les 7 usines d'emballage et de tests opérant au Vietnam, il s'agit de la première entreprise vietnamienne. L'entreprise a investi dans 3 usines spécialisées dans l'assemblage et le conditionnement de produits semi-conducteurs. Selon le décret 1017 du Premier ministre, le Vietnam disposera de 10 usines d'assemblage, d'emballage et de tests de semi-conducteurs. Je crois que c'est une stratégie très correcte et durable. Selon de nombreux experts, par rapport aux pays voisins, le Vietnam dispose d'un avantage dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs, en particulier dans la phase de conditionnement et de test. Si le Vietnam investit dans cette étape, il devra choisir de se développer dans le sens d'un packaging avancé, c'est-à-dire un ensemble de techniques de packaging multipuces. Cette orientation aide le Vietnam à entrer plus rapidement sur le marché. Selon le rapport Yole Intelligence 2024, le marché de l'emballage avancé devrait atteindre 80 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 12%. La formation des ressources humaines et des ingénieurs est notre priorité en ce moment. Cela aidera le Vietnam à bénéficier de nombreux avantages pour développer l'industrie des semi-conducteurs. L'une des conditions pour que les entreprises puissent fournir des services d'emballage et de test de puces électroniques à la demande est l'infrastructure. Cette étape nécessite des machines spécialisées à fort contenu technologique. Les incitations et politiques fiscales, de crédit, financières et foncières seront la force motrice qui incitera les entreprises à investir en toute confiance, en visant l'objectif d'avoir 5 entreprises vietnamiennes capables de fournir des services d'emballage et de tests aux normes internationales d'ici 2030. Nous sommes heureux d'avoir le soutien du gouvernement. Nous mettons en œuvre des politiques audacieuses pour encourager les entreprises à innover. L'industrie des semi-conducteurs est l'un des piliers de la résolution 57, choisie pour développer la haute technologie au Vietnam. Les politiques visant à mettre en œuvre le développement de l'industrie des semi-conducteurs doivent être correctement promues afin que le Vietnam puisse maîtriser la technologie et devenir un centre d'approvisionnement régional. L'usine Lego de Binh Duong prévoit d'embaucher 4000 ouvriers dans le cadre d'une expansion majeure visant à répondre à la demande croissante de ce bloc de construction emblématique. L'entreprise collabore avec des écoles professionnelles pour former des ouvriers et pourvoir des postes adaptés aux besoins des productions. Ce projet, deuxième plus grand projet d'investissement étranger dans la province de Binh Duong, vise à établir de nouvelles normes de durabilité dans la production grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables. Notre journal a continué avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Ces derniers temps, de nombreux programmes de protection sociale sont déployés dans les hauts plateaux du centre pour favoriser la réduction durable de la pauvreté. Ces mesures comprennent un soutien essentiel aux soins de santé, à l'éducation et aux conditions de vie de base, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des communautés ethniques. Grâce à ces initiatives, les familles multigénérationnelles peuvent atteindre une stabilité à long terme. Tout de suite, état de lieu dans la province de Đắk Nông.
Pour cette famille, une allocation mensuelle de 1,3 million de dons du gouvernement lui apporte un soutien crucial. Grâce à ce montant, ses 3 enfants peuvent poursuivre ses études. Au cours des 3 dernières années, des milliards de dons issus du programme de réduction de la pauvreté ont permis d'améliorer les infrastructures scolaires, ce qui a bénéficié à plus de 60 500 élèves. L'école nous donne également du riz en plus du soutien financier, ce qui nous encourage à ne pas abandonner les études. Grâce au financement public destiné à la réduction de la pauvreté, nous disposons désormais de meilleures infrastructures. Les enseignants doivent collaborer étroitement avec les parents et les élèves pour optimiser ces ressources. À Đắk Lông, les Heujon bénéficient de soins de santé gratuits depuis des années. Récemment, l'intégration de l'assurance maladie électronique a rendu les services médicaux encore plus accessibles. Avec ma carte d'assurance, je peux me faire soigner au centre de santé local ou à l'hôpital provincial sans me soucier des coûts. Les autorités s'engagent à mettre en œuvre efficacement les politiques nationales visant à améliorer le bien-être des communautés ethniques. Si le soutien aux moyens de subsistance contribue à augmenter les revenus, les investissements substantiels dans les services sociaux accélèrent la réduction de la pauvreté à Đắk Nông. Le taux de pauvreté de la province diminue de 2,7% par an et le nombre de ménages pauvres diminue à un rythme encore plus rapide, soit 6,81% par an. Le magazine Time a annoncé la liste des 100 meilleures destinations au monde en 2025, dans laquelle la première ligne de métro de Ho Chi Minh Ville a eu l'honneur de devenir la seule représentante du Vietnam à figurer dans ce prestigieux classement. Time a salué cette nouvelle ligne de métro, la qualifiant d'avancée significative dans le système de transport en commun de la ville, offrant aux visiteurs un moyen simple d'explorer des lieux emblématiques comme l'opéra et la rue piétonne Nguyễn Huệ. Cette ligne de métro est sur le point de transformer le paysage urbain, ce qui créera de nouvelles opportunités pour les habitants et les touristes. Voici tout de suite le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Mardi 25 mars, le secrétaire général Tô Lâm a présidé à Hanoï la 4e réunion de la sous-commission du personnel du 14e Congrès national du parti. Il a souligné l'importance cruciale de la préparation et de l'amélioration de la qualité des documents du 14e Congrès national du parti, notamment le projet de plan du travail du personnel, qui sont cruciaux dans le contexte actuel. La réunion s'est concentrée sur le développement d'un personnel de qualité avec une structure équilibrée, garantissant que les principaux dirigeants fassent preuve d'intégrité, de compétence et de crédibilité, tout en adhérant aux politiques de rationalisation organisationnelle. Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong et son épouse effectuent leur visite officielle au Vietnam les 25 et 26 mars. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé la cérémonie d'accueil officielle en son honneur. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique et le partenariat stratégique global Vietnam-Singapour. Ils se sont engagés à renforcer la connectivité économique grâce aux 5 piliers clés de l'accord cadre de connectivité Vietnam-Singapour et du partenariat pour l'économie verte et l'économie numérique, faisant de la coopération bilatérale un modèle régional. Les deux premiers ministres ont ensuite assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération bilatérale. Ils ont également assisté à la cérémonie de lancement du projet de parc industriel V-SIP Thái Bình. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté le 23 mars à la cérémonie de remise des prix Figures exemplaires de la jeunesse vietnamienne 2024, placée sous le thème Mission glorieuse à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. 10 jeunes talents et 8 espoirs prometteurs ont été distingués lors de cet événement.
Dans son discours, le chef du gouvernement a exhorté la jeunesse vietnamienne à incarner 3 principes fondamentaux pour bâtir le Vietnam de demain. Il a également défini 6 axes prioritaires pour les jeunes. La Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie a annoncé le 27 mars le rapport économique annuel de la région du delta du Mekong de 2024. L'un des points les plus positifs de l'économie de cette région a été un taux de croissance de 7,3%, soit plus élevé que le taux de croissance national. La modernisation des infrastructures de transport interrégional a créé une force motrice importante à cette région, lui permettant de réaliser une valeur d'exportation de plus de 28 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,9%. Selon le rapport, le changement climatique et l'intrusion d'eau salée, ainsi que le risque d'un protectionnisme commercial mondial croissant, seraient les défis majeurs pour le delta du Mekong dans les temps à venir. Selon une décision récemment signée par le vice-premier ministre Nguyễn Chí Dũng, SpaceX sera autorisé à mettre en œuvre un programme pilote contrôlé dans des services de télécommunications impliquant une infrastructure de réseau satellitaire utilisant la technologie de l'orbite basse au Vietnam. La décision précise que la période d'essai devrait se terminer le 1er janvier 2031 avec un nombre maximal de 600 000 abonnements. Les services testés à l'échelle nationale comprendront des services fixes par satellite, tels que l'accès à Internet et la location de canaux pour la transmission mobile, ainsi que des services mobiles par satellite, tels que l'accès à Internet en mer et à bord d'avions. Les 2 expositions Hoàng Sa Trường Sa, la patrie au premier plan, et l'héroïque marine populaire du Vietnam, 70 ans de voyage de protection des mers, ont été organisées les 23 et 24 mars à Da Nang à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la marine populaire du Vietnam et du 50e anniversaire de la réunification nationale. Avec plus de 200 photos et documents et près de 4000 visiteurs, il s'agit de la plus grande exposition jamais organisée par la Marine populaire du Vietnam dans la région navale 3. L'événement met en lumière la position stratégique, le rôle et l'importance des mers et des îles pour le développement économique et la sécurité nationale. La province de Hoa Binh, à environ 70 km au sud-ouest de Hanoï, se distingue par ses paysages splendides, parsemés de nombreuses grottes et ses réserves naturelles riches en écosystèmes variés. La province est également reconnue pour son identité culturelle, accueillant diverses ethnies minoritaires, dont les Dao. Bien que sa population ne soit pas importante, le peuple Dao conserve presque entièrement ses propres coutumes et pratiques distinctes. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous vous invitons à visiter un village de l'ethnie Dao à Hoa Binh, où les gens ont créé un nouveau moyen de subsistance en faisant du tourisme. Le village de Sung, dans la commune de Cao Sơn du district de Da Bắc, fait partie de la zone bordant le réservoir de Hoa Binh. Situé à une altitude de 530 mètres au-dessus du niveau de la mer, le climat rigoureux de cet endroit n'est pas propice à la culture agricole, ce qui en faisait autrefois l'un des villages les plus pauvres du district. La vie de nombreux ménages du village de Sung a commencé à changer depuis 2017. Monsieur Lee Van Thu est l'une des premières personnes à participer à la construction d'un modèle touristique dans le village de Sung. Sa maison a également été rénovée en homestay. Au cours de la première année de mise en œuvre du modèle de tourisme communautaire, le nombre de visiteurs n'était toujours pas important. Mais peu à peu, les visiteurs étrangers ont été de plus en plus nombreux. Même si on l'appelle un modèle de subsistance, je pense que s'il peut être maintenu, il sera plus durable que l'agriculture. Au début, il était très difficile d'orienter et de guider les gens. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le tourisme et comment faire du tourisme. Sur la base des conditions locales, des conditions naturelles et des conditions humaines, nous avons progressivement orienté les gens vers le développement d'un tourisme communautaire associé à l'identité du peuple Dao Tien dans le village de Sung.
La teinture à l'indigo, la broderie et le tissage de brocart de l'ethnie Zaotienne constituent des métiers traditionnels que les visiteurs peuvent découvrir en arrivant au village de Seung. Chaque étape et chaque technique reste intacte, telle que transmise par leurs ancêtres. Nous fabriquons moins de produits qu'avant, car nous ne devons plus coudre nous-mêmes tous nos vêtements quotidiens. Ces dernières années, la vie des gens s'est nettement améliorée, mais les gens d'ici continuent de confectionner des costumes traditionnels, car cela fait partie de notre identité culturelle. Lors des anniversaires de décès, des fêtes, des fiançailles, du thé. Tout le monde doit porter des costumes traditionnels. Nous avons créé ici une coopérative pour combiner la teinture à l'indigo et la mode moderne. Tout a commencé avec le concours Business Initiative Challenge pour les jeunes des minorités ethniques des provinces de Lao Cai, Hoa Binh et Lai Châu. Voici l'un des produits que nous avons créés pour vendre aux touristes. Ces produits textiles teints à l'indigo, au motif unique, sont des souvenirs que les touristes adorent lorsqu'ils viennent au village de Seung. C'est le résultat des efforts du peuple zaotien pour transformer ce qu'il possède en produits touristiques sans perdre ses valeurs traditionnelles. Pendant les hautes saisons touristiques, le village de Seung pourrait accueillir plus de 10 groupes de touristes par mois. Mes collègues et moi-même, ainsi que 18 étudiants diplômés de l'Université nationale de Singapour, étions en voyage au Laos et au Vietnam. Nous sommes venus aujourd'hui au village de Sun pour en apprendre davantage sur les pratiques culturelles des peuples autochtones, et nous sommes particulièrement intéressés par le modèle de tourisme communautaire ici. Nous voyons ici des femmes très résilientes, qui prennent en charge leur propre vie et sensibilisent la société aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Nous voyons également cela comme une communauté avec de fortes connexions internes, et ce sont des choses dont les Singapouriens peuvent s'inspirer. Je trouve la teinture à l'indigo des locaux très intéressante. Elle est complètement naturelle. Il n'y a pas une telle technique de teinture à Singapour. Il y a beaucoup de familles qui, après avoir commencé à faire du tourisme pendant un certain temps, veulent arrêter parce qu'elles trouvent leurs revenus instables. Mais après un certain temps, les gens se sont progressivement adaptés et on voit maintenant qu'en plus des revenus, ils apprennent aussi beaucoup des touristes qui viennent chez eux. Les gens sont donc plus motivés, et la plupart des touristes qui viennent ici pensent que c'est une destination touristique merveilleuse. Jusqu'à présent, le village de Seung est toujours le seul village de l'ethnie Zhao à Hoa Binh à être passé de l'agriculture aux activités touristiques. En plus de proposer un hébergement, les habitants développent également d'autres services tels que les tours guidés, des spectacles ou des activités au champ pendant la saison de maturité du riz. Ces efforts ont fait du village de Seung une destination de choix des touristes nationaux et internationaux. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.